Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie du complot assez dense qu'on appelle le grand jeu. Alors soyons clairs tout de suite, le but ici, ce n'est pas de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Pas du tout. L'idée, c'est simplement de vous exposer ce que dit le texte qui est à l'origine de cette théorie de manière totalement neutre. Et ça commence fort. Le texte nous met directement dans l'ambiance avec cette phrase « Les événements qui se déroulent sur la scène mondiale ne seraient en fait qu'une gigantesque mise en scène ». C'est vraiment l'idée centrale, la clé de voûte de toute la théorie, une grande pièce de théâtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, au cœur de cette théorie, il y a une affirmation assez spectaculaire. L'auteur prétend qu'une alliance secrète serait en train de nous jouer la comédie d'une fausse guerre. Et ça irait même jusqu'à simuler la mort de leaders très connus, tout ça dans le cadre d'un plan bien plus vaste. Donc, pour bien comprendre, ce qu'on nous présente comme un conflit, avec des combats, des morts, ne serait en fait qu'un spectacle, une performance coordonnée. Les morts annoncées seraient fausses, juste une étape dans un scénario écrit d'avance. D'accord, mais si c'est une pièce de théâtre, il faut bien des acteurs, non ? Qui sont-ils ? Eh bien, le texte ne reste pas dans le flou. Au contraire, il désigne des groupes bien précis et il va même jusqu'à décrire une sorte de hiérarchie secrète entre eux. Ce que la source décrit, c'est une structure de pouvoir invisible, une relation de maître à serviteur. Dans ce scénario, un groupe tirait les ficelles en secret, contrôlant les actions de l'autre, alors que publiquement, tout le monde croirait à une vraie guerre entre eux. Et la liste ne s'arrête pas là. Au-delà de cette alliance de base, l'auteur ajoute d'autres complices présumés. On y trouve des organisations spécifiques, mais aussi des catégories entières de personnes qui participeraient, volontairement ou non, à ce grand plan. Un véritable réseau en quelque sorte. Maintenant, on peut se demander sur quoi repose tout cet échafaudage. D'après l'auteur, tout pivote autour d'un point bien précis, la réinterprétation, ou plutôt le détournement, d'une croyance religieuse. C'est le moteur de toute l'opération. Voilà le concept clé al-Raja, c'est-à-dire le retour. Le texte prend cette doctrine existante et affirme qu'elle va être utilisée comme le mécanisme principal du clou du spectacle. L'idée, c'est de se servir d'une croyance connue pour organiser une manipulation de masse. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Le texte va jusqu'à prédire un déroulement très précis, en 4 étapes. On commence par annoncer la mort de certains leaders, ensuite ils disparaissent des radars pendant un temps, puis, coup de théâtre, ils réapparaissent bien vivants au milieu d'une foule immense. Et enfin, pour couronner le tout, on explique que ce miracle est dû à leur figure messianique. Tout est scénarisé pour un impact maximal. Et le but de toute cette mise en scène, d'après la source, il n'est pas militaire, ni même politique au sens classique. Non, le but est purement psychologique. Il s'agirait de provoquer un choc émotionnel et spirituel si puissant que ça paralyserait toute critique et forcerait l'adhésion. Une fois cet effet de choc mondial obtenu, le plan entrerait dans sa phase finale. Et cette phase aurait, selon le texte, un objectif territorial bien précis, le Liban. L'auteur explique que le Hezbollah organiserait son propre retrait total du Liban. Attention, pas une défaite, mais un retrait stratégique, négocié en secret avec ses fameux maîtres. Pour faire passer la pilule, on ferait croire que tous ces chefs ont été tués. Ce serait en fait le début d'un grand déplacement de population vers un grand tyran. Et c'est là que le texte va le plus loin dans ses affirmations. Ce grand déménagement ne serait que le prélude à un nettoyage sectaire. L'objectif final, selon l'auteur, serait de laisser le territoire libanais pur, exclusivement pour le groupe désigné comme les maîtres. Bon, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment un complot aussi énorme pourrait-il rester secret ? Le texte tend d'y répondre à la fin, avant de conclure en lançant un défi direct à ses lecteurs. Alors comment on s'assure du silence et de la coopération de tout le monde ? D'après l'auteur, par un système de chantage très organisé. On attirerait des personnes influentes avec des promesses d'argent ou de statut. Ensuite, on les piégerait, notamment en filmant des rencontres compromettantes, pour les forcer à obéir. D'anciens opposants deviendraient ainsi des agents sous contrôle. Et là, le ton du texte change. On passe de l'explication à la confrontation. L'auteur lance un défi public aux partisans de l'Iran en leur demandant de prouver la légitimité religieuse de leur foi. Il promet même de s'excuser publiquement s'ils y arrivent. C'est une manière de déplacer le débat sur le terrain théologique. Le texte se termine sur cette phrase, un avertissement final qui sonne à la fois comme une menace et une prophétie. Il s'adresse directement à ceux qui ne croient pas à cette théorie, en leur disant en gros que la vérité finira par éclater, mais qu'il sera alors trop tard. Pour conclure, la question finale n'est pas de déterminer si tout cela est vrai ou faux. La question la plus intéressante est peut-être ailleurs. Qu'est-ce que l'existence même de récits alternatifs aussi construits et détaillés nous apprend ? Ça nous montre à quel point les croyances, les narratifs peuvent être puissants pour façonner notre perception de la réalité, des conflits et même de notre propre identité.